Salut à toi, bienvenue dans ce second épisode de Figures marquantes. Aujourd'hui on se penche sur la vie d'un des grands ingénieurs français de la deuxième moitié du 19e siècle. Il est à l'origine d'un des symboles de notre pays et lui a même laissé son nom. Vous aurez reconnu Gustave Eiffel. Prêt? Alors pose-toi tranquillement et c'est parti! Alexandre Gustave Bonnickhausen, dit Eiffel, est né le 15 décembre 1832 à Dijon. Ses parents ont des métiers prenants et il sera donc élevé principalement par sa grand-mère et vivra à Dijon jusqu'à ses 18 ans. Il partira ensuite, bac en poche, en direction de Paris pour y étudier au collège Sainte-Barbe. Il essaiera dans un premier temps d'intégrer l'école polytechnique, mais échouera à l'oral d'entrée et se réorientera vers l'école centrale des arts et manufactures. Il finit donc ses études en 1855, il a alors 23 ans et est diplômé en chimie. Il souhaitait rejoindre l'atelier de son oncle, mais à la suite d'un différend familial, il se réorientera en métallurgie, là où sa mère a de nombreuses relations. Après avoir travaillé 6 mois aux forges de Châtillon-sur-Seine, où travaille son beau-frère, il sera employé par Eugène Charles Frédéric Nepveu, dit Frédéric Nepveu, une connaissance de sa mère. Frédéric a entre autres dirigé les travaux du musée de l'histoire de France au sein du château de Versailles. Il fera employer Gustave à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Le chemin de fer est en plein essor pendant cette période, et nous allons nous pencher un peu plus sur les compagnies qui se partagent le paysage français à cette époque. L'histoire du chemin de fer français commence en 1827, avec la création de la ligne Saint-Étienne-Andrézieux, qui sert principalement à transporter de la houille. Il faudra attendre 10 ans avant que la première ligne qui transporte des voyageurs soit créée entre Saint-Germain-en-Laye et Paris. Dans les années qui suivirent, l'État a décidé de confier la construction des lignes à des compagnies privées. Cependant, il restait le seul à pouvoir valider le tracé de ces lignes. Avec le temps, les différentes compagnies ont fusionné, et au moment où Gustave Eiffel commence à travailler, il en existe 6 principales. Nous avons vu que Gustave Eiffel est embauché dans la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Celle-ci est créée en 1855 et relie Paris à Rouen et au Havre et gère le nord-ouest de la France. La première compagnie à être créée est la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans, créée en 1838. Son tracé s'est ensuite étendu jusqu'à Bordeaux dans un premier temps et proche de Montauban ensuite en passant par Clermont. S'ensuit en 1845 la création de la Compagnie de chemin de fer du Nord. Elle assure la liaison entre Paris et la frontière belge, par Lille et Valenciennes, et s'étend ensuite au nord vers Calais et Dunkerque. En 1852, la Compagnie des chemins de fer du Midi est créée. Elle gère les lignes du sud-ouest et relie Bordeaux à Toulouse, à Sète et à Bayonne. Un an plus tard, c'est la Compagnie des chemins de fer de l'Est qui est créée. Elle regroupe les lignes Paris-Strasbourg, Paris-Mulhouse et d'autres lignes de l'Est de la France. Elle assure la liaison avec la frontière suisse. La dernière compagnie est celle de Paris à Lyon à la Méditerranée, qui apparaît en 1857 avec la fusion de nombreuses compagnies. Son nom est assez explicite sur son tracé. Dans les décennies qui suivirent, toutes ces compagnies seront privatisées, puis rachetées par la SNCF. Gustave Eiffel commence donc sa carrière dans la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Il gérera avec eux la construction de son premier pont en tôle à Saint-Germain-en-Laye. En parallèle, il travaille avec Frédéric sur un projet de pont ferroviaire sur la Garonne, qui verra le jour 2 ans plus tard. Gustave Eiffel a alors 26 ans et la construction remarquable de sa passerelle Eiffel à Bordeaux lui vaudra un certain prestige. Il proposa à cette occasion une manière innovante d'en construire les fondations, mais nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard avec la construction de la Tour Eiffel. En plus d'être une construction impressionnante, ce qui rendait ce pont de 510 mètres de long sur la Garonne particulier, c'est qu'il permettait de relier la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans et celle du Midi. Jusqu'alors, les passagers devaient s'arrêter à Bordeaux et changer de gare à pied en traversant la Garonne. De plus, pendant cette construction, Eiffel eut l'occasion de montrer son courage lorsqu'il sauta à l'eau pour sauver un de ses ouvriers de la noyade. En 1862, alors qu'il a 29 ans, Gustave Eiffel se marie à Marguerite Godeler, qui a alors 17 ans, et ils auront ensemble 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Sa femme mourra à l'âge de 32 ans en 1877. À cette même époque, Gustave est auditionné par le garde des Sceaux, suite à sa demande de changer de nom.
En effet, son nom allemand lui avait valu d'être accusé d'espionnage par un ancien ouvrier licencié quelques années plus tôt. Il sera autorisé à changer de nom en 1880. Eiffel avait décidé de monter sa propre société et avait fait l'acquisition en 1866 des ateliers de construction métallique Powells à Levallois-Perret. Cela lui permettait de gérer lui-même la fabrication des pièces métallurgiques nécessaires à la construction de ses ouvrages. En effet, les constructions d'Eiffel sont caractérisées par l'utilisation de la métallurgie. Mais qu'est-ce que c'est ? Au Moyen-Âge, l'utilisation du fer se limite à la fabrication d'outils. Il faut attendre la révolution industrielle pour voir les premières utilisations de métaux dans la construction. Le fer et ses dérivés sont dans un premier temps principalement utilisés sous forme de profilés, des poutres, des plaques ou encore des tiges, et sont cachés par de la maçonnerie, comme des murs en pierre par exemple. 3 ères ont existé dans l'utilisation de la métallurgie en construction. La première ère est celle de la fonte, de 1780 à 1850. La fonte est obtenue par un mélange de fer et de carbone. Une fois montée à température de fusion, la fonte est coulée dans des moules, puis retravaillée pour lui donner la forme finale. Aujourd'hui, la fonte est encore utilisée dans le monde de la construction, mais de manière beaucoup plus marginale, principalement pour réaliser des décorations, des chauffages ou encore des rambardes. Vient ensuite, après 1850, l'ère du fer puddlé. Celui-ci est obtenu par décarbonatation de la fonte. Pour faire simple, on monte la fonte à haute température et un ouvrier vient la malaxer afin d'en faire sortir le carbone. Ce nouveau fer est plus résistant que la fonte de départ, mais il sera de moins en moins utilisé, remplacé peu à peu par l'acier jusqu'en 1900. L'ère de l'acier, qui commence en 1880, chevauche celle du fer puddlé. Comme la fonte, l'acier est un mélange de fer et d'une proportion de carbone bien inférieure. Il est plus léger et plus résistant. De plus, l'acier peut être mélangé à d'autres métaux pour lui conférer de nouvelles propriétés. Enfin, à l'époque, pour assembler les différents profilés entre eux, une technique bien particulière est utilisée, celle des rivets. Ceux-ci ont la forme d'un clou. Un rivet est porté à température de fusion, et ensuite on l'insère à travers les 2 pièces que l'on veut assembler. Pendant qu'un ouvrier maintient la tête du rivet en place, un autre vient taper sur le métal en fusion afin de façonner la seconde tête du rivet. En refroidissant, le rivet va se raccourcir et venir pincer les 2 pièces entre elles. Cette méthode permettait de construire toutes les pièces à l'usine et de limiter le travail sur le chantier à un assemblage de pièces dimensionnées minutieusement. Cela augmentait considérablement la rentabilité et diminuait significativement la durée des chantiers. Gustave a donc construit un véritable empire, et son renom est aussi dû aux grands noms qui l'ont rejoint. On peut noter parmi eux Maurice Koechlin, qui rejoint la société Gustave Eiffel en 1879. Il est à l'origine de la conception de l'armature de la Statue de la Liberté, inaugurée à New York en 1886. En effet, Gustave Eiffel n'est pas à l'origine de toutes les constructions de ses ateliers, et celles-ci sont nombreuses. Entre 1866 et 1893, quand Gustave Eiffel quittera la direction des ateliers Eiffel, des gares, des ponts, des observatoires ou encore des galeries seront construites en France et dans toute l'Europe ou même le monde entier par ces ateliers. On peut par exemple citer la Galerie des Beaux-Arts construite à Paris pour l'exposition universelle, la gare de Budapest, un viaduc sur le Vecchio en Haute-Corse ou encore un pont au Vietnam. Vient ensuite la construction de la Tour Eiffel entre 1887 et 1889 pour l'exposition universelle à Paris. Mais je pense que cette construction mérite un peu plus d'attention, et j'y consacrerai une vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine. Notons cependant que la construction de cet édifice vaudra à Gustave Eiffel une Légion d'honneur. Cependant, si tout semblait aller pour le mieux pour Gustave Eiffel, tout va basculer en 1893, lorsque le plus gros scandale financier du 19e siècle va éclater, et cela concerne le canal de Panama. Revenons quelques années en arrière. Nous sommes en 1880 et il est décidé de mettre en place un des projets les plus ambitieux jamais réalisés par l'homme, relier l'océan Pacifique et l'océan Atlantique en creusant un canal à travers le Panama. L'ingénieur français Ferdinand de Lesseps est alors désigné pour l'entreprise. Il vient de finir de creuser le canal de Suez et est persuadé de réussir ce défi. Cependant, les conditions au Panama sont extrêmement rudes. Il leur faudra traverser entre autres des chaînes de montagnes et des jungles extrêmement denses, remplies de moustiques transportant la fièvre jaune. Entre des épidémies incessantes, des glissements de terrain,
des inondations, des incendies et même un tremblement de terre, le canal de 77 km de long ne verra jamais le jour. Des financements devront être trouvés et de Lesseps finira par demander à Eiffel de reprendre le projet. Il proposera un système beaucoup moins coûteux avec des écluses. Cependant, des histoires de corruption avaient eu lieu et lorsque celle-ci éclate, Gustave Eiffel est pris à partie. Ce scandale éclaboussa Eiffel, qui fut pris à partie par l'opinion publique. Un procès eut lieu, où il fut condamné pour corruption. Il fit immédiatement appel et fut finalement innocenté. Pendant cette période, son nom fut retiré de différentes rues et bâtiments. Également, il fut question de lui retirer sa Légion d'honneur. À peine innocenté, il dut, dès 1900, s'attaquer à un nouveau problème de taille pour lui. Il devait absolument trouver une utilité à la tour Eiffel, sans quoi elle serait démontée en 1909. Pour ça, il en fit un émetteur TSF, la transmission sans fil. Il y installa un labo météo et il y conduisit même des expériences sur la radioactivité. Ce qui la sauvera définitivement est l'intérêt qu'elle représentait pour l'armée française. Mais encore une fois, j'en reparlerai dans la vidéo dédiée à la construction de la tour Eiffel. Gustave Eiffel s'éteint le 27 décembre 1923 à l'âge de 91 ans à Paris. Au cours de sa vie et de sa carrière, il aura modifié à jamais le paysage de la France et du monde entier. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un commentaire et un pouce en l'air. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!